cheeks. Your mouth is full of shit, boy. I won't sit on your face. Fuck you and move on. You stood him wrong. I don't care what you say, what you want. Hello Elise. Hello. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Behind the Sound. Est-ce que tu veux te présenter ? Eh ben, je m'appelle Elise Alazia, j'ai 24 ans. Et du coup, je fais de la musique. J'ai un projet de perso, pop, soul, R&B, qui est encore émergent, on va dire. Et voilà. Qu'est-ce que tu entends par émergent ? Émergent déjà parce qu'il a seulement quelques années. Là, pour l'instant, j'ai sorti que 2 singles. J'ai mon premier EP qui arrive, mais il n'est pas encore sorti, donc je suis encore au début de ce que je peux donner en fait avec ma musique. En ça, il est encore émergent, quoi. Je suis pas arrivée à mon climax, quoi. Ce serait quoi pour toi sortir de cette émergence ? À partir de quel niveau t'estimes que tu y es plus ? J'estime que j'y suis plus, je pense, quand je remplis une salle, une salle parisienne, n'importe, sous mon nom, et que la salle est remplie de gens qui sont venus me voir, et pas seulement mes parents et mes copains, des gens vraiment qui adhèrent avec ma musique et qui ont rempli la salle, quoi. Ouais, quand t'as vraiment réuni une communauté qui te ressemble, qui te suit, qui se déplace, qui est engagée en fait dans ton projet. Ouais, c'est ça. Que je sens qu'il y a une petite communauté qui vit autour de mon projet, quoi. T'as sorti un single du coup, 2 titres, 2 singles. Ouais. 2 singles. Le dernier c'est F You and Move On. Yeah. Tu le diras mieux que moi. Moi je dis que Move On parce que je le trouve imprononçable en fait ce nom. Ok. F You and Move On. Ok. Il y en a qui disent Fuck You and Move On. Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi du coup je dis Move On pour faciliter un peu. Ok. Pourquoi t'as choisi un nom que tu peux pas dire ? Mais bonne question. En fait, c'est le genre de nom que je choisis la première fois que je commence à faire la maquette. Après, il faut que j'enregistre le projet, je lui donne un nom. Ok. Et puis après, on s'y attache et ça reste comme ça, en fait. Et on l'assume jusqu'au bout. De quoi il parle, ce titre ? Ce morceau, c'est un peu un morceau d'émancipation et d'envoyer balader, en fait. Les gens qui nous respectent pas. Voilà. Une chanson un peu de rupture de base, quoi. Mais que je trouve assez puissant, quand même. Partir un peu sans se retourner. Move on, quoi. You can't see watching this boy. I am not your doll, nah boy. I don't want no feelings. I don't want no life. I don't want no finish. I don't want no style. I don't want no texting. I don't want your die. Un peu un truc de libération. Dans ce titre. Un peu de reprise de pouvoir, vas-y dégage, quoi. Ouais. C'est fini, quoi. Rester avec des mecs qui nous respectent pas. Ciao. Est-ce que pour toi, ta musique, est-ce qu'elle a pour objectif de porter des valeurs et de les transmettre auprès de ton public ? Alors, ma musique, effectivement, elle a vraiment pour vocation de transmettre des trucs un peu universels. Et c'est vrai que je m'étais toujours dit que j'avais pas envie de sortir de chansons d'amour, chansons de rupture, parce que déjà, je trouve ça un peu intime, quoi. Et puis non, c'est quand même un sujet qui est déjà largement abordé. Et j'avais envie de faire un truc un petit peu différent. Et j'avais des choses aussi un peu plus intéressantes à dire, un peu plus fortes, un peu plus chargées. Et donc, effectivement, des chansons avec des sujets beaucoup plus sociétaux, sur plein de choses qui s'entendent surtout sur l'EP. Là, il y a quand même pas mal de morceaux où on balaye des sujets qui sont quand même un peu plus impactants. Je parle de body shaming, je parle des relations abusives, je parle de la crise migratoire. Enfin, voilà, on touche quand même à des trucs un peu plus concrets. Oui. Donc voilà, c'est vrai que dans mon projet, c'est quand même assez proéminent ce genre de sujet, quoi. Donc, on peut dire que ta communauté de fans, les gens qui t'écoutent, qui vont venir à tes concerts, sont des gens qui se retrouvent dans les valeurs que tu défends. Est-ce que, pour toi, il y a une émotion particulière à laquelle doit être rattachée ta musique ? Est-ce qu'on vient pour ressentir quelque chose de particulier ? Ça, faudrait demander aux gens qui viennent. Ouais. Je t'avoue,
En tout cas, des retours que j'ai, je sais que les motivations peuvent être un peu diverses. Il y en a qui apprécient vraiment juste la musicalité, les arrangements, le style, quoi, avec les musiciens qui sont derrière. Il y en a qui viennent aussi pour ma voix. Et il y a des gens, effectivement, qui sont beaucoup plus touchés par les textes et surtout sur les morceaux en français, parce que j'ai quelques morceaux en français quand même aussi. Ok. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles, quoi. Il y a ceux qui sont plus là pour la musique et ceux qui sont là pour les chansons à texte et qui sont touchés par ces sujets-là. Donc chacun, je pense, y trouve son compte. Ok. T'as parlé des instruments de musique. Quand tu te produis sur scène, j'imagine qu'il y a la composition que t'as en studio et la composition que t'as sur scène. Est-ce que c'est la même ? Alors non, c'est pas la même. C'est vrai que quand je suis sur scène, j'essaye de faire des arrangements pour la scène et puis forcément par la force des choses, il y a des éléments de prod qu'on peut pas forcément remettre sur scène. Ou en tout cas, quand on a fait le choix de pas jouer avec des séquences qui pour le coup, c'est des bandes en fait que tu passes en même temps que tu joues en live, qui peuvent justement avoir tous ces éléments additionnels, des chœurs aussi. Mais en général, sur des formats un peu plus traditionnels, voilà, c'est full acoustique, donc forcément, ça a une patte différente et il y a un arrangement qui est plus live, quoi. Super. Donc ça donne à entendre aussi plusieurs versions, plusieurs interprétations différentes de la chanson. Et je pense que c'est important de pas trop s'en éloigner non plus, mais de proposer quelque chose d'assez unique, quoi, et de changeant aussi, pourquoi pas, quand tu viens nous voir sur scène, quoi. Trop bien. T'as dit nous, ça veut dire que tu travailles toujours avec la même équipe ? Non. Non. Non, c'est vrai que, en tout cas, là, sur l'enregistrement de mon projet, il y a quand même eu pas mal de personnes différentes. Ok. Des musiciens que je connaissais depuis longtemps, des musiciens que j'ai rencontrés après, quand je suis arrivée à Paris. Donc c'est quand même assez varié. Je pense que j'ai un peu repéré un peu tous les gens avec qui j'avais envie de travailler. Et puis voilà, lui, je le vois bien sur ce morceau-là. Eux, je pense que ça va trop le faire là-dessus. Et voilà, je composais un peu mes petites équipes comme ça. Mais voilà, il y a toujours un peu un noyau dur quand même. Voilà, par exemple, là, il y a le batteur avec qui je tourne le plus, il s'appelle Pierrick Casals, qui a également produit 3 des morceaux qui seront sur l'EP. Donc voilà, il y a quand même une petite base qui est là, quoi. Tu nous as dit que tu avais fait le conservatoire. Après le conservatoire, est-ce que tu as commencé, ou même avant, est-ce que tu avais déjà commencé à créer ta propre musique ? Ouais, en fait, avant même de rentrer au conservatoire, j'étais déjà dans une démarche professionnelle, en fait. Je travaillais déjà avec un label niçois, avec qui j'avais signé un contrat de management, etc. Et justement, c'est en me lançant vraiment dans ma carrière professionnelle que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était hyper important de se former, harmoniquement parlant, voilà, sur tous ces aspects-là, parce que je me rendais compte que les musiciens, en répétition, ils parlaient un langage que forcément je maîtrisais pas assez. Et donc c'est vraiment ça en fait qui m'a motivée à rentrer au conservatoire de Nice, du coup en musique actuelle. Et en fait j'ai tout rattrapé, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que je jonglais vraiment entre les deux. Il y avait la partie où j'étais encore élève et puis à côté où c'était déjà professionnel. Et du coup, les deux, en fait, étaient super complémentaires. Donc, j'ai vraiment tiré le meilleur parti, je pense, de mes études au conservatoire, ouais. C'est venu propulser la suite, ça a nourri un peu tes évolutions musicales. En fait, il y a un super prof. Franchement, je recommande vraiment la classe de musique actuelle de Nice, qui est dirigée par Frédéric Lusignan. C'est voilà, tous les professeurs là-bas, c'est des gens qui quand même ont fait carrière et qui ont vraiment du savoir-faire à transmettre et de l'expérience à transmettre. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un genre de projet d'accompagnement qu'on pourrait faire aujourd'hui avec des SMAC ou des structures, des tremplins. C'était un peu ça, quoi. Ils m'ont vraiment accompagnée dans ma carrière professionnelle.
Tu as eu des collaborations importantes comme avec Michael Mayo ou Théo Juice. Tu dirais que ça a eu quel impact sur ta musique de vivre ces expériences-là? Ben, déjà, forcément, ça apporte un peu de crédit, hein, quand même. Il y a énormément de gens qui m'en ont parlé, qui sont venus me voir en me disant « Ah ouais, purée, non mais là, il se passe plein de choses pour toi !» Donc, c'est avec des opportunités comme ça que forcément, tu gravis un peu les échelons, on va dire, mais en tout cas, tu te fais un peu connaître et reconnaître dans la sphère artistique. Donc ça apporte de la confiance en soi déjà et auprès des autres. Et forcément, après, découlent d'autres opportunités. Et sur le plan plus personnel, musicalement, forcément, c'est toujours des expériences qui sont hyper formatrices et qui viennent vraiment te nourrir. Déjà, c'est hyper inspirant, ça donne envie, quoi. Quand tu vois ce genre d'artiste, ça te met les paillettes dans les yeux. Et puis t'apprends plein de choses et la musique est en tout cas là sur ces projets là dont tu parles est vraiment chouette quoi, donc c'est vraiment c'est pour ça qu'on fait tout ça quoi. J'imagine qu'il y a eu des moments où ça a été peut-être plus difficile, où tu t'es heurté à des étapes que tu envisageais pas dans ta carrière musicale. À quoi tu penses quand je te pose cette question? Il y a quand même une pression qui est continue. L'anxiété, c'est vraiment un sujet, je pense, chez les artistes. Cette envie de réussir et en même temps, la musique, c'est tellement flou, c'est tellement une page blanche. Il n'y a pas de chemin, en fait, tracé pour arriver à la réussite. Personne ne sait comment on fait pour y arriver, tu tâtonnes. Donc déjà, c'est hyper anxiogène parce que la projection dans le futur, elle est vraiment compliquée. Et puis voilà, c'est quand tu as un investissement qui est total, personnel, financier aussi. Tu te dis, purée, j'ai claqué toutes mes thunes dans le projet. Je vois des potes qui commencent à réfléchir pour acheter des appartes. Ouais, ça fait bizarre ça. Et ouais, c'est vrai que bon, c'est quand même assez anxiogène. Et aussi un peu la solitude, hein. C'est vrai que en tout cas, quand vraiment là t'es indépendant et que tu vis de ta musique avec l'intermittence, t'es dans un quotidien qui est quand même plus solitaire parce que la musique tu la fais chez toi, t'es indépendant donc t'as ton administratif, tout ça tu le fais chez toi et hors des concerts, des répétitions et des sessions d'enregistrement, c'est quand même un quotidien qui est assez solitaire. Donc ça, il faut apprendre à le gérer, apprendre à se cadrer quand t'as personne derrière toi pour te lever le matin, quoi. C'est quoi les conseils que tu donnerais pour ça? Je pense qu'il faut être accompagné, déjà. Se faire accompagner, voir des psys, si on peut, si on a les moyens. Il y a quand même pas mal de solutions pour être suivi gratuitement en soi, donc vraiment faut y aller. C'est un métier qui est quand même hyper challengeant au niveau de la santé mentale, donc je pense qu'il faut vraiment s'entourer. Il faut jamais arrêter en fait de tester. Je sais qu'il y a des gens, ils se lèvent le matin, hop, ils font de l'administratif pendant 3 heures. Et Michael Mayo, par exemple, c'est ça, je lui avais posé la question justement. Okay. Donne-nous tes conseils. Et il disait que tous les matins, il allait se mettre dans un café pour faire son administratif, travailler sur l'ordinateur. Il entre, il se fait 1 heure de débillage, il joue à Mario Kart pendant 1 heure. Et vraiment ni plus ni moins. Et après, il se met à bosser de la musique l'après-midi. Et donc lui, effectivement, il a un rythme de vie qui est quand même très cadré. T'arrives à séparer un peu ces espaces bureaucratiques, musique, production? C'est un peu compliqué justement, c'est ça que je dis, c'est que il y a vraiment, en fait, il y a jamais de moment où on débauche, quoi, comme quelqu'un qui est dans un bureau, c'est 17h, on sort, et puis là, c'est une autre partie de la journée, de la vie qui commence, quoi. Nous, c'est très poreux, les horaires, c'est du n'importe quoi. Des fois, c'est le matin, des fois, tu travailles jusqu'à 2h du matin, t'as un concert. Donc ça aussi, c'est pas facile pour arriver à scinder les choses correctement. Quelle influence ont les réseaux sociaux sur toi et dans la manière de présenter ta musique aux autres? Les réseaux sociaux, franchement, c'est un peu un love and hate relationship.
il y a un côté où j'adore ça. Enfin, je suis quand même à l'aise. Déjà, j'ai la chance d'être à l'aise avec les réseaux sociaux, de beaucoup partager dessus, de faire des stories tout le temps. Donc il y a un côté où j'aime bien. C'est une chance de pouvoir montrer aux autres ce que tu fais aussi facilement. Et en fait, les gens, ils suivent, quoi. Ah, j'ai vu que t'as fait ça. Donc les gens, ils sont vraiment à jour grâce à ça, sans trop d'efforts, quoi. Ça arrive sous leurs yeux. Et en même temps, des fois, c'est pénible. Tout se fait par les réseaux sociaux et limite, faudrait avoir fait des études de marketing, de montage, des fois, je me sens un peu prisonnière de ça. Et j'ai l'impression que c'est limite plus de l'influence que de la musique, quoi. Faut faire des réels avec des montages, des titres, l'accroche dans les 3 premières secondes, des formats un peu trendy. Et c'est chiant. Parce que pour le coup, on est contraint de faire ça et ça marche pas toujours parce qu'en fait, tout le monde essaye de tirer son épingle du jeu, mais en fait, au bout d'un moment, on va pas se mettre à poil dans la rue donc c'est dur de se démarquer, quoi. Ouais, donc être artiste, c'est réussir à segmenter ses espaces, mais aussi à segmenter son temps, comme tu disais, réussir à organiser ses journées en autonomie, en ayant plusieurs jobs à coordonner pour soi, pour son projet. Un peu comme une mini-entreprise, finalement. Complètement. Et tu dirais que le temps de création dans tout ça, il est de combien par rapport au reste ? Ah ben concrètement, c'est 10% de musique pour 90% d'activités annexes, de comptabilité, de prospection. En fait, on fait tous les jobs, quoi. On est tourneur, manager, producteur, community manager. Et c'est des trucs en plus qui sont hyper chronophages. Donc forcément, à la fin de la journée, tu fais 10% de musique, quoi. T'as porté la flamme olympique ? Ouais. Incroyable. Ouais, c'était assez insolite comme expérience, ouais. Comment t'as fait ? Bah écoute, mais Comme alors, ça. c'est ça, voilà, avec les 2 mains, en fait. Non, mais alors l'histoire est dingue. Je buvais un coca et il y avait un QR code sur le coca en mode scannez-moi, je concours, je sais pas quoi. Et moi, j'ai toujours compris qu'il fallait personne les scanner, ces QR codes. Ouais. Et il fallait les scanner. Et j'ai gagné plein de trucs en faisant Ok. ça. C'est vrai ? Ouais, j'ai gagné un appareil photo une fois. Oh my god. En scannant un QR code. Tu sais, t'as des jeux concours derrière, mais personne les fait, quoi. Ouais. Ok. Et donc là, je scanne ce truc, j'arrive sur la page Coca-Cola. Oui, tenter de porter la flamme olympique. Et il fallait écrire un texte. En gros, pourquoi tu pourrais porter la flamme olympique. Et il précisait que je cherchais vraiment des profils différents, quoi. Des gens qui étaient engagés dans le sport, dans l'art. Et du coup, j'ai raconté tout mon parcours. Et ils ont kiffé. Génial. Et voilà, Vraiment. j'ai Incroyable. porté la flamme. Trop bien. Même pas 1% de la population du monde pourrait dire qu'ils ont porté la Ah ouais. flamme Non, mais olympique, grave. quoi. Mais et en plus, c'est que après ils ont choisi genre une personne par région pour être un peu représentant de la région, et donc ils m'ont choisi en représentante De Nice. PACA. PACA, ok. PACA, ouais. Et donc ils m'ont fait faire des trucs de dingue. J'ai fait la 4e de couverture de l'équipe. Mais non, Il y c'est avait génial. ma tête dans le métro, dans Oui. les je sais pas comment on appelle ça, enfin les grands trucs là. Ouais. Je dis c'est de quoi les encarts. Ok. Ouais. Trop bien. Ah non, mais un truc de fou. Mais je pense que pour revenir à ta carrière artistique, en vrai, là, ce que tu racontes, c'est aussi ça qui doit faire que tu perds pas le cap. Tu vois, tu nous parles d'une canette Coca où t'as vu un QR code et en fait, tu te laisses aller au fait de scanner quand même le truc et de Ouais. cette curiosité-là d'être en écoute avec tout ce qui se passe autour de nous, toutes les micro-opportunités qu'il peut y avoir juste par curiosité, en fait. Bah, en fait, moi, j'ai une philosophie, c'est que je ne laisse pas passer une seule opportunité. Je me dis, mais qui je suis, en fait, il y a une opportunité, j'y vais pas, en mode, oh, non, flemme. Non, il faut sauter sur toutes les occasions de te faire connaître. Et par exemple, la flamme olympique, tu vois, je me suis dit, je vais pas juste porter la flamme olympique. Après, j'ai écrit à tous les médias de la Côte d'Azur, Nice Matin, France Bleu, machin. Et je leur ai dit, voilà, bah écoutez, je vais porter la flamme olympique, je suis une jeune azuréenne, je fais de la musique, venez, on en parle, quoi. Et j'ai fait des Trop plateaux, télé, machin. Et enfin, les gens, ils étaient trop contents, quoi, d'avoir ce genre de sujet. Et moi, ça m'a fait une promo de fou.
Donc il faut exploiter chaque opportunité et voir tout ce qui peut en découler, quoi. Il y a une phrase dans la série Pause qui dit « C'est la mère qui dit à sa fille « La honte est un privilège qu'on ne peut pas se payer ». Toi, comment tu deals avec tes pensées limitantes pour toujours aller vers ces opportunités qui s'offrent à toi sans avoir peur du jugement, j'en sais rien, de ce que ça peut engager, de ne pas pouvoir y répondre correctement? Alors ça, c'est marrant parce que des fois, dans la vie, je peux être vraiment timide, quoi. Et sur ce genre de truc, par contre, je pense que ouais, c'est un peu nourri aussi par la pression, faut y aller. Et donc du coup, pareil, je me dis, je peux pas me permettre de pas m'exposer parce que j'ai peur du jugement. Faut y aller, quoi. Et j'ai vite compris aussi que finalement, les gens qui se démarquent, c'est les gens qui se sont d'abord un peu, pas ridiculisés non plus, mais qui se sont un peu donnés en spectacle devant tout le monde et les gens pouvaient un peu se moquer. Et en fait, c'est comme ça, il faut accepter cette réalité. Et je pense aussi, ça a toujours été dans ma personnalité aussi, j'ai jamais eu peur d'aller un peu au devant de la scène, faire mon show, faire rire un peu tout le monde. Donc il y avait quand même un peu une appétence et une aisance naturelle là-dessus, c'est vrai, faut le dire. Mais c'est quand même aussi un travail, quoi, t'y vas petit à petit, quoi, à tâtons. Et après, tu finis par t'en foutre, quoi. Mais ça, je sais que c'est un truc qui est quand même très bloquant pour certains artistes. La peur du ridicule, de se tromper en public, ou de poster des trucs sur les réseaux. T'as tenté un truc, en fait, c'était pas ouf. Y en a, ça les tétanise, quoi. Et c'est vrai, hein, c'est dur d'être... C'est vrai que si c'est déjà porté par ta personnalité de base, c'est beaucoup plus simple pour toi. Ouais, c'est vrai, pour le coup. Mais par contre, je pense que c'est pas figé. C'est un exercice comme un autre, hein, finalement. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton expérience The Voice? Eh ben, The Voice, du coup, j'ai fait la saison 11 en 2022. Donc voilà, je suis allée jusqu'au battle, donc petit parcours. J'étais dans l'équipe de Florent Pagny, c'était chouette. Ça a peut-être pas eu l'impact que j'espérais, parce que c'était une expérience qui était chouette, qui était hyper formatrice aussi. Comment ça se passe, un peu le monde de l'audiovisuel, les attendus. Mais je pense que j'étais pas prête, j'étais un peu jeune. J'avais pas confiance en moi. J'étais renfermée dans ma coquille et j'ai pas du tout pu montrer ma personnalité comme je voulais. J'ai quand même l'impression que c'est une émission qui existe depuis vraiment très longtemps. Et les gens sont peut-être un peu moins engagés. Enfin, en tout cas, le niveau de conversion après en personnes qui m'ont connue là-bas et qui m'ont suivie, après, il est pas énorme. En fait, tu vois, ça reste quand même une belle ligne sur le CV. Oui. Tu vois, là, tu m'en parles et à chaque fois, on m'en parle et c'est quand même un truc qui est marquant. Tu vois, et c'est un peu un élément quand même de validation, quoi. Elle a fait The Voice, tu vois, c'est un truc que les gens relèvent, quoi. T'as fait The Voice, c'est pas rien, quoi, entre guillemets. Il est sympa, Florent Pagny? Il est très sympa, ouais. Mais en fait, on les voit pas beaucoup, hein, les coachs. Ok. Non, on a d'autres coachs derrière. Putain, je vais me faire bannir hein, si je dis ça. On a d'autres coachs en fait derrière qui sont super. Hein, Géraldine Alouche, NJ Berthias, enfin c'est vraiment des pointures qui nous suivent. Donc pareil, j'ai appris plein de choses aussi en travaillant avec elles. Super. Et on a quelques moments privilégiés avec Florent Pagny qui nous coach. Mais voilà, c'est pas lui qui nous suit toute l'émission non plus, quoi. Pour finir cette interview, j'aimerais que parmi la discographie, tu choisisses ton disque préféré et que tu nous dises un peu pourquoi c'est ton disque préféré. Let's go. J'ai l'impression que les quatre là, ça retrace vraiment mon évolution musicale. Ah, c'est dur, hein. Ne me facilitez pas la tâche. J'ai pas réussi à en choisir un. C'est grave, docteur. C'est hyper grave. Franchement, j'ai envie de dire Shadé
Vous sachez que Shadé, j'ai appris qu'on disait Shadé il y a 3 semaines. Ah. Ouais, même en... Et ouais, faut le savoir. Hein. Ouais, j'ai appris qu'on Sad. disait Okelou et pas Oclou. Sad. Ouais, dans ma tête c'était sad. Moi aussi, c'était ça. Ça, c'est quand t'es tout seul à écouter ta musique ouais. et que t'en parles avec personne. Donc Shadé, c'est vrai que c'est quand même une artiste qui fait partie de mes influences de base, quoi. Toute cette mouvance, un peu jazz, un peu new soul. Donc ouais, album un petit peu formateur, quand même, j'ai envie de dire. Après ça, c'est plutôt... C'est 2 albums que j'adore, là plutôt en tant que mélomane, quoi, en tant que vraiment passionnée de musique. Voilà, je fais pas du Fleetwood Mac, je fais pas du Pink Floyd, mais surtout le Dark Side of the Moon. Oh, cet album, je l'écoute très régulièrement, genre je vais me mettre dans mon lit avec mes écouteurs et je vais me faire le truc du début à la fin Wow, ok. d'une traite, parce que forcément c'est un album qui s'écoute pas morceau par morceau, quoi. C'est une aventure sonique. Donc vraiment cet album, putain. Et j'ai quand même mis Brat, désolée, il y en a un 4e, Brat qui est au mur. Brat parce que là j'ai envie de dire que tout ça c'est mes influences, et c'est vrai que quand j'étais au conservatoire et tout, on mange tellement de musique jazz, ouais, enfin tous les trucs un petit peu les grands classiques, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'en quittant le conservatoire aussi, il y a un truc un peu élitiste aussi au conservatoire, faut le dire, où on classe quand même pas mal les styles de musique, avec en haut, voilà, le jazz, c'est un peu la forme suprême de la légitimité artistique. Et tout ce qui est pop, en fait, les musiciens là-bas, ils ont souvent tendance à le mettre un petit peu en bas, quoi. Et je me suis vraiment affirmée dans mes goûts. Putain, mais moi j'adore la pop, quoi. Et l'album Brat, c'était vraiment ma révélation, quoi, quand c'est sorti, et où j'ai recommencé vraiment à affirmer mon goût pour la pop et mon envie aussi d'en faire. Est-ce que tu veux nous donner un peu tes actus ? Et ben les actus, évidemment, la sortie de l'EP à la fin de l'été, vers septembre, je pense. Ok, trop bien. Vous serez invités. Avec plaisir. Merci Lise. Ben, merci à toi, merci à vous. You gon' see watching me, boy. I am not your doll, nah, boy. I don't want no feelings, I don't want no life, I don't want no finish, I don't want no start, I don't want no texting, I don't want your touch.